Il y a de nombreuses années, dans la cour tranquille mais bruyante du numéro 18, la paix était une étrangère et le commérage en était le propriétaire. Tout le monde semblait porter sa dose de vacarme comme un foulard serré sur la tête. Les choses simples, comme dormir sans sursauter ou se servir de l'eau sans altercation, ressemblaient à des miracles rares. La cour, avec ses 8 logements alignés le long d'un corridor interminable, ses 2 grosses cuves noires qui luttaient pour l'équilibre sur un support tordu et son grand générateur qui toussait chaque nuit comme un vieil homme fatigué, vivait au rythme d'un théâtre permanent. Si le trouble avait un siège social, il l'aurait fixé ici, entre le manguier qui étendait son ombre au centre et la porte branlante du local électrique. Au milieu de ce monde, il y avait Madame Kémy, la chef autoproclamée de l'enceinte, non élue mais bruyamment installée dans ce rôle. Retraitée de l'essaignement, langue acérée et voix assortie, pagne recalcitrant qui refusait toujours de tenir. Elle était persuadée que si elle ne parlait pas, personne ne le ferait. Elle répétait sans cesse que dans cette cour, elle était la vraie propriétaire morale parce qu'elle y vivait depuis le plus longtemps et qu'elle veillait sur l'ordre comme on veille sur une marmite qui ne doit pas déborder. Il y avait Frère Tindé, l'homme pieux dont la prière sonnait plus fort qu'une délivrance de veillée. Il vendait des cartes de recharge et de l'huile d'onction. Chaque fois que la lumière revenait, il levait les mains vers le ciel et acclamait la consommation de Népa comme si une révélation venait de descendre, déclenchant les rires et les soupirs soulagés. Juste à côté vivait Mama Bissi, la reine de l'Akara, dont la poêle ne dormait jamais. Avant même le lever du soleil, elle saturait le corridor de l'odeur d'oignon et d'huile chaude en criant à plein poumon, 2 Akara pour 150, prenez votre monnaie, je vous en prie. Son mari, Baba Bis, petit de taille et grand de tête, avait un éternel froncement de sourcils. Il accusait la terre entière de manger à crédit et d'oublier de payer, juché sur son banc comme un comptable de quartier qui ne ferme jamais son cahier. Dans l'appartement neuf venait d'emménager Ada, la nouvelle jeune, belle, banquière, appliquée et silencieuse. Ce silence dans cette cour était un crime de lèse-proximité car être trop discret éveillait les soupçons. Chaque pas mesuré semblait cacher un secret. Enfin, il y avait oncle Chola, le carreleur, celui qui arpentait le corridor avec des trousseaux de clés tintants ambulants attachés à la taille comme des médailles. Il jurait que sans lui, la course s'écroulerait. Prometteur rapide, exécutant lent, il repoussait sans cesse les réparations à demain, puis au lendemain jusqu'au jour qui ne venait jamais. Tout ce petit monde vivait sous une pluie d'irritations minuscules qui devenaient des tempêtes. Il y avait des histoires d'eau à partager, de bruits d'enfants sans frein, de fumée de cuisine qui s'infiltrait chez les voisins et de se déplacer sans autorisation. Mais le plus grave de tous les sujets, celui qui transformait les sourcils froncés en éclairs, c'était la guerre du générateur. Cette machine que chacun prétendait nourrir plus que l'autre. Un soir, après que quelqu'un eut versé de l'eau dans le générateur de quelqu'un d'autre par vengeance, sabotage humide des rages étouffées, Madame Kémy décida qu'elle en avait assez. Le lendemain matin, elle noua son plus grand pagne, ajusta sa voix et frappa aux portes à la chaîne. Elle annonça d'un ton qui ne se discutait pas que tout le monde devait se présenter à la réunion du soir parce que l'enceinte ne pouvait pas continuer à s'effriter ainsi. Même le diable se sentirait honteux devant un tel désordre, disait-elle. Lorsque le soleil baissa et que l'air se rafraîchit un peu, les habitants se rassemblèrent sous le manguier, le cœur de la cour. Ils disposèrent des chaises en plastique comme un parlement villageois. Madame Kémy s'installa au centre, se ventilant avec un programme d'église, raclant sa gorge comme une directrice prête à énoncer les sanctions. Elle entama son discours, posant les mots comme on pose des cailloux sur un chemin glissant. Elle rappela qu'on ne pouvait pas continuer à se battre comme des bœufs coincés dans un même enclos. Elle insista sur la nécessité de la paix et de l'unité, évoquant le bon livre et l'harmonie, ajoutant son amen avec la certitude d'un refrain appris par cœur. La foule acquiesçait mais sans se défaire des angles, car déjà les regards se croisaient avec suspicion. Avant même que les premiers hochements de tête se transforment en consensus, un murmure courut parmi les chaises. Mame Bissi, droit comme l'eau et nez relevé, voulait savoir qui avait déplacé ses seaux. Baba Bissi racontait encore ses clients fantômes. Ada, prise à témoin par sa simple discrétion, se défendait d'être autre chose qu'une locataire qui part au travail. Frère Tindé tentait de ramener le calme en rappelant les vertus de la patience. Oncle Chola, sentant que l'assemblée allait fondre en querelle, leva la main avec l'assurance d'un arbitre qui a vu des finales plus chaudes. Il proposa d'une voix presque solennelle une solution moderne,
simple et rapide qui éviterait les cris dans le corridor et les palabres à répétition. Il proposa de créer un groupe WhatsApp pour la cour afin que chaque souci y soit écrit, discuté et résolu sans éclat, sans attroupement bruyant. Il ajouta qu'on pourrait y joindre des preuves en images quand cela s'avérait nécessaire. Subitement, un silence étonnant se posa. Un silence qui ressemblait à une pause de marché. Des têtes commencèrent à hocher. Certains y virent l'ordre, d'autres l'efficacité, d'autres encore la possibilité d'éviter les face-à-face et les vexations immédiates. Les regards se changèrent en prudente approbation. Madame Kémy, surprise que l'idée vienne de celui qui repoussait toujours les réparations, se rangea à la proposition, jugeant cela raisonnable et même salutaire. Elle confia à frère Tindé, le plus agile avec les téléphones, la mission de créer le groupe dès la nuit tombée. Puisqu'il savait faire naître des choses dans le cœur des gens avec des versets, il saurait bien faire naître un espace de paix dans les téléphones. Tindé acquiesça avec un sérieux doux, comme s'il venait de recevoir une petite révélation. La réunion, encore échauffée par les rancunes de la journée, se calmait en surface. Dans la lumière oblique du soir, les silhouettes se levèrent, les chaises raclèrent le sol et les pas regagnèrent les portes. Chacun repartait avec un drôle d'optimisme, un espoir neuf mais fragile. Peut-être si les plaintes prenaient la forme de messages, si les avertissements arrivaient sous la forme polissée des notifications, les cris du corridor se transformeraient en phrases ponctuées, en images datées, en décisions votées sans éclat. Quand la nuit bascula complètement et que le générateur, encore une fois, se mit à tout sauter comme un vieil oncle qui refuse de se taire, les locataires un à un allumèrent leur téléphone. Ils attendaient sans le dire cette promesse numérique. Dans cette attente vibrait une émotion simple et solide, la sensation de tenir enfin une poignée sur la porte branlante du vivre ensemble. Car dans cette cour où chaque odeur devient un sujet et chaque éclat de voix une affaire d'État, l'idée d'un espace commun rangé en lignes de texte semblait une bénédiction, un fil tendu au-dessus du vacarme. La nuit suivante, oncle Chola, fidèle à son rôle d'extincteur maladroit, écrivit une supplique longue comme un serment. Il demanda la paix au nom de l'entretien des lieux et assura que le propriétaire finirait par mettre tout le monde dehors si cela continuait. Au moment où il appuya sur envoyer, il commit l'erreur qui ne pardonne pas. Son téléphone téléchargea sans qu'il y prenne garde une photo de sa galerie. Une selfie prise dans le salon de Siramaka où on la voyait au second plan portant seulement un pagne serré à la poitrine. La cour virtuelle se figea. 20 secondes de silence aussi lourd qu'un générateur en panne passèrent avant que les réactions n'éclatent. Les messages explosèrent comme des pétards. On entendit des invocations, des moqueries et des plaisanteries sur le ministère de la paix devenu ministère des pièces. Sœur Amaka quitta le groupe aussitôt et oncle Chola suivit une minute plus tard. Le fil s'emplissait déjà de captures au ralenti, d'analyses de pixels et de suspects désignés. Les jours suivants, le groupe cessa d'être un lieu d'annonce pour devenir un champ de bataille. Chaque émoji servait d'insulte codée. Chaque bonjour traînait une arrière-pensée. Chaque note vocale vibrait d'une colère dont le fond sonore n'était autre que le moteur du générateur. La tension montait de tubercules à feu doux. Chacun feignait la normalité dans la cour mais affûtait ses doigts derrière l'écran. Tout se brisa un matin. Mame Bissi sortit avec des yeux gonflés de larmes, téléphone en main comme une arme. Elle jura que c'était vrai, Ada avait envoyé les captures à la famille de son mari, qu'elle ne détruirait pas son foyer. Ada, harassée par une nuit d'équilibrage de comptes, répondit qu'elle n'avait pas l'énergie pour ces scènes. Le mot fut reçu comme une provocation. Mame Bissi bondit. La perruque d'Ada vola vers l'est. Une sandale partit vers l'ouest. Les enfants crièrent, bagarre, comme s'ils commentaient un match. Frère Tindé tenta de s'interposer et récolta une gifle perdue qui le fit chanceler en criant au ciel. La scène devint une farce tragique. Madame Kémy sortit en robe de nuit, brandissant une grande cuillère en bois pour demander quel démon s'était installé si tôt. On lui répondit que le démon avait pris la forme du groupe. Toute la cour s'attroupa. Certains filmèrent en direct pour les réseaux. Oncle Chola surgit torse nu, serviette au cou et mousse de rasage au menton, hurlant de se calmer. Personne ne l'écouta. Mame Bissi lança qu'il n'avait pas honte, qu'on avait tous vu sa selfie avec sa maîtresse à moitié nue, qu'il devait avoir honte au lieu de crier. La foule fit un chœur d'ébahissement. Siramaka apparut à sa porte, pagne serré,
revendiquant fièrement que les jaloux n'étaient pas des juges. Ce mot versa un bidon d'essence sur la flamme. Madame Kémy porta les mains à sa tête en implorant le ciel. Mais le pire restait à venir. Un voisin relia son téléphone à une enceinte Bluetooth et lança une note vocale. On entendit distinctement la voix de Madame Kémy médire de tout le monde. Elle traitait frère Tindé de faible, évoquait l'odeur de kérosène de la vendeuse d'Akara, qualifiait Ada de prétentieuse et oncle Chola de colis nécessitant délivrance. La cour resta muette avant d'éclater d'un rire amer. Le titre de chef lui collait soudain au visage comme un masque de comédie en chef. Elle tenta de se défendre en parlant de conversations privées, mais l'enceinte rediffusa le morceau plusieurs fois. Quelqu'un souligna qu'elle s'était elle-même enregistrée. La bagarre reprit. Ada se réfugia chez elle. Mame Bissi lança une sandale contre sa porte. Frère Tindé se lança dans une prière à haute voix demandant la délivrance des démons du WhatsApp. Les enfants scandèrent le nom de l'application comme une ronde. Soudain, les sirènes de la police retentirent. 2 agents au ventre imposant entrèrent en fronçant les sourcils. Ils demandèrent qui était l'admin. Tout le monde pointa Madame Kémy en chœur. Les agents annoncèrent qu'elle était arrêtée pour harcèlement numérique et trouble à l'ordre public. Quelqu'un avait signalé des messages menaçants. Elle protesta, évoquant des prières et des versets. Mais l'agent récita où elle promettait le feu du tonnerre à quiconque toucherait encore à son sceau. La cour éclata de rire. L'agent lui dit qu'elle expliquerait cela au poste. On l'emmena en la laissant clamer son innocence et accuser le diable d'avoir orchestré la pagaille. Le soir, le propriétaire appela depuis l'étranger le groupe de la cour. Sa voix tomba comme la pluie sur la tôle. Il reprocha à tous d'avoir transformé sa propriété en comédie bruyante. Il menaça de les faire partir avant la fin du mois. Il ne voulait plus d'acteurs ni d'actrices chez lui. Un silence abattu envahit l'enceinte. Chacun sentit soudain le poids de ses mots. Au fond d'une chambre, un voisin discret qu'on remarquait à peine souriait devant son écran. Mais cette révélation sournoise n'appartenait pas encore à leur conscience. Pour l'heure, la cour entière vacillait entre honte, colère et un vertige de conséquences que personne n'était prêt à assumer. Le lendemain matin, le compound du numéro 18 semblait plus silencieux qu'un cimetière après la pluie. La cour, autrefois pleine de cris, de rires et d'odeurs d'huile chaude, était devenue une terre de cendres. Même les coqs du voisinage semblaient chanter plus bas comme s'ils craignaient de réveiller les fantômes du WhatsApp. Les enfants n'osaient plus jouer sous le manguier. Les femmes évitaient de se croiser dans le corridor. Les seaux vides alignés près du robinet semblaient attendre un miracle. Le grand générateur, lui, toussait mais sa voix résonnait dans un vide lourd comme un souvenir qui refusait de mourir. Après la Grande Guerre numérique et l'arrestation de Madame Kémy, la vie de chacun avait basculé comme une marmite renversée. Madame Kémy passa un long après-midi au poste de police à expliquer pourquoi ses prières contenaient des promesses de foudre et d'éclairs. Les agents amusés lui demandèrent si elle priait ou lançait des sorts. Elle pleura, jura qu'elle n'avait jamais voulu faire de mal, mais quand elle revint au compound, sa réputation était morte. Les enfants du quartier la surnommèrent Madame Tonnerre. Même les vendeuses du marché se moquaient en chuchotant qu'elle envoyait ses bénédictions avec des éclairs. Le propriétaire, furieux d'avoir été cité dans les vidéos circulant sur Internet, lui demanda poliment de quitter les lieux. Il lui dit qu'elle avait beau être la plus ancienne locataire, il ne voulait pas d'influencer de commérage dans son immeuble. Madame Kémy rassembla ses affaires lentement, le cœur plein de regrets. Elle regarda une dernière fois le manguier, soupira et murmura que si elle avait su, elle aurait laissé les sots tranquilles. Mama Bissi et Baba Bissi ne furent pas épargnés. Leur mariage, déjà tordu par les querelles quotidiennes, ne survécut pas aux captures d'écran. Chaque fois que Mama Bissi regardait son mari, elle revoyait le message où il écrivait à Ada qu'elle rendait la cour plus douce. Même quand il disait bonjour, elle entendait « Tu es trop belle ». Baba Bissi jura qu'il s'agissait d'une plaisanterie qu'il n'avait jamais voulu trahir. Mais Mama Bissi avait fermé son cœur. Un matin, elle rangea sa poêle, ses bols et sa bassine, attacha son pagne avec détermination et annonça qu'elle recommencerait sa vie ailleurs, sans homme ni capture d'écran. Elle partit sans se retourner. Baba Bissi resta seul sur son banc, la tête entre les mains. Il regardait la place vide où son étal d'Akara se dressait autrefois.
Les moustiques tournoyaient autour de lui comme pour le consoler. Même leur bourdonnement semblait compatir à sa solitude. Frère Tindé, le saint d'église, ne trouva pas la force de rester non plus. Sa capture d'écran avait fait le tour des téléphones. Les fidèles de son église l'appelaient désormais ministre de la distraction. Son pasteur lui conseilla de prendre du recul pour prier loin des tentations. Un dimanche matin, il emballa ses quelques bouteilles d'huile d'onction, son haut-parleur et sa Bible cornée, puis s'en alla chez un cousin à l'autre bout de la ville. En partant, il marmonna que lorsqu'un esprit de commérage envahit un lieu, les justes doivent fuir avant que le feu ne tombe. Oncle Chola, le carreleur sans entretien, perdit tout. Le propriétaire depuis Dubaï avait vu la vidéo de son selfie malencontreux et de la dispute en serviette. Il l'appela un soir, la voix froide, et lui ordonna de rendre les clés. Il lui dit qu'il avait été trop actif dans l'évangélisation des réseaux sociaux. Oncle Chola ne chercha même pas à se défendre. Il alla de porte en porte pour dire adieu à ceux qui voulaient bien encore lui parler. Puis il rassembla ses affaires dans un sac plastique, remit les clés sur la table du corridor et quitta le compound dans la nuit. On l'entendit murmurer que tout cela n'était arrivé que pour un seul groupe WhatsApp. Ada, la banquière tranquille, resta encore quelques jours, mais le poids de la honte devint insupportable. Ses collègues à la banque avaient vu les captures d'écran truquées. Certains l'appelaient Miss Capture, d'autres Madame Compound. Chaque notification sur son téléphone lui donnait des frissons. Elle décida de partir. Tôt un matin, elle ferma sa porte, tira sa petite valise et quitta le compound sans bruit. Elle choisit un nouveau logement dans un autre quartier, un endroit où personne ne connaissait son histoire, du moins pas encore. À la fin du mois, le numéro 18 ressemblait à une maison abandonnée. Les murs noircis par la fumée du générateur portaient encore les traces du tumulte passé. Les enfants du voisinage évitaient de s'y approcher. On disait que les voix des anciens locataires hantaient la nuit, répétant les messages du groupe. Même les chèvres qui venaient autrefois manger les restes d'Akara avaient disparu. Peut-être avaient-elles aussi honte de l'endroit. Seuls 2 vieux locataires et le gardien restaient encore, veillant sur les souvenirs d'un chaos numérique. Un après-midi, sous un ciel gris, le voisin le plus discret rentra du travail. Il tenait un sac de maïs grillé. Il se posta au milieu de la cour vide, regarda autour de lui et soupira. Son plan avait fonctionné, mais l'amertume lui monta au cœur. Il repensa à l'année précédente, au jour où ses mêmes voisins l'avaient accusé d'avoir volé un fer à repasser. Il l'avait insulté, humilié et enfermé dehors. Ce jour-là, il avait promis de se venger, pas avec la violence, mais avec la ruse. Alors, quand le groupe WhatsApp fut créé, il vit l'occasion parfaite. Il acheta une carte SIM anonyme, créa le profil de reine de la positivité et se glissa dans le groupe sans bruit. Avec patience, il fabriqua de faux messages, monta des écrans truqués et les diffusa à des moments choisis. Chaque querelle qu'il déclenchait le faisait sourire. Il pensait que son cœur se calmerait en les voyant s'entre-déchirer. Mais maintenant, face au silence du compound, ce sourire avait disparu. La vengeance, il le comprit, avait le goût du maïs froid. Elle rassasie un instant mais laisse un arrière-goût de cendre. Il rentra dans sa petite chambre. Sur la table, son ordinateur affichait un dossier nommé « Petit Compound ». À l'intérieur, il y avait des dizaines de fausses conversations, des photos retouchées, des captures falsifiées. Il les parcourut une dernière fois, le visage figé entre fierté et dégoût. Puis il ouvrit l'application, chercha le groupe « Peaceful Neighbor Association » et appuya sur « Supprimer ». Le téléphone vibra une dernière fois avant d'afficher « Groupe supprimé définitivement ». Il se laissa tomber sur son lit, ferma les yeux et respira longuement. Le bruit du générateur s'éteignit au loin. Pour la première fois depuis des mois, la cour connut une nuit sans notification. Le lendemain, il fit ses bagages. Personne ne vint lui dire au revoir. Personne ne sut qu'il avait été le vrai auteur de la guerre numérique. Il quitta le compound, marchant lentement le long du corridor vide, pendant que le vent faisait grincer les portes abandonnées. Quand il franchit le portail, il ne se retourna pas. Les semaines passèrent. Le propriétaire engagea un nouveau carreleur, un homme jovial nommé Monsieur Félix. Il repeignit les murs, répara les cuves d'eau et remit de l'ordre dans le corridor.
Peu à peu, de nouveaux locataires arrivèrent. Des visages neufs, des couples jeunes, des enfants curieux. La cour retrouva ses couleurs, ses odeurs de riz fumant et de savon. Le manguier reverdit, les rires revinrent. Un soir, une nouvelle locataire, souriante et pleine d'idées, proposa à Monsieur Félix de créer un groupe WhatsApp pour faciliter la communication entre voisins. Elle expliqua que ce serait utile pour prévenir des coupures d'eau, partager des annonces et renforcer la solidarité. Monsieur Félix, ravi, accepta sans hésiter. Il dit que c'était une très bonne idée. Le groupe fut créé le lendemain. Son nom était United Neighbor. La photo de profil montrait un emoji souriant entouré de colombes blanches. Les locataires s'y ajoutèrent avec enthousiasme. Les premiers messages furent pleins de joie et de politesse. Bonjour mes voisins. Bonne journée à tous. Dieu nous bénisse. On échangea des photos, des recettes, des versets et des prières. Le calme semblait enfin revenu. Mais un matin, un message vocal arriva. Il commençait par ces mots, « Bonjour mes voisins. S'il vous plaît, écoutez bien cette note vocale importante. » Le silence revint, suivi d'un flot de notifications. Le cycle venait de recommencer. Car dans chaque cour où les humains vivent ensemble, la paix ne dort jamais longtemps et le commérage trouve toujours un réseau où renaître. Si vous avez aimé cette histoire du compound numéro 18, laissez-moi un petit mot dans les commentaires. Dites-moi ce que vous auriez fait à la place de ces voisins et quelles leçons vous en tirez. N'oubliez pas de liker cette histoire pour encourager le travail et de la partager avec vos amis. Peut-être qu'eux aussi reconnaîtront un peu leur propre voisinage dans ces personnages. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine histoire car d'autres récits aussi vivants, drôles et pleins d'émotions arrivent très bientôt. À la prochaine, mes lecteurs du cœur.